Ma sœur riait et disait à tout le monde que j'avais réussi par chance. Je l'ai laissé parler, puis elle a découvert que son salaire n'avait pas été versé. J'ai 32 ans, et ma sœur Kelly en a 28. Nous avons grandi dans une famille de la classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus classique, en banlieue. Rien d'extravagant, mais rien de terrible non plus. Nos parents étaient comptables, et ils accordaient beaucoup d'importance à l'éducation et au travail acharné. Des valeurs classiques. Ils nous ont élevés en nous faisant croire que si l'on travaillait dur, et que l'on restait concentré, de bonnes choses arriveraient. De solides conseils, du moins en théorie. La différence entre Kelly et moi s'est manifestée très tôt. J'étais l'enfant qui économisait l'argent de ses anniversaires, et qui tondait des pelouses, pour s'acheter un meilleur vélo. Elle était l'enfant qui dépensait son argent de poche le jour même, puis qui en demandait davantage à nos parents. Au lycée, je lisais des livres sur l'investissement, tandis qu'elle lisait des magazines de potins sur les célébrités. Pendant mes études universitaires, j'ai cumulé les emplois à temps partiel, alors qu'elle se concentrait sur sa vie sociale, et maintenait tout juste la moyenne pour passer. Je ne dis pas tout cela pour passer pour une personne parfaite, car je ne le suis absolument pas. J'avais simplement des priorités différentes. Je voulais la sécurité financière. Je voulais construire quelque chose. Kelly, elle, voulait s'amuser, et se disait qu'elle verrait bien plus tard. Aucune de ces deux approches n'est objectivement mauvaise, mais elles mènent à des résultats très différents. Après l'université, j'ai commencé à travailler dans le conseil en énergie renouvelable. Un nom ennuyeux, mais un travail intéressant. En gros, j'aidais les entreprises à faire la transition vers l'énergie solaire et éolienne. Je m'occupais de l'analyse financière, et de l'aspect gestion de projet. L'industrie connaissait une croissance rapide, et j'étais doué dans ce que je faisais. Vraiment doué. En moins de 3 ans, je gérais des comptes majeurs, et je gagnais un salaire à 6 chiffres. Mais voici le problème: quand on travaille pour quelqu'un d'autre, il y a un plafond. On ne peut grimper que jusqu'à un certain point, avant de commencer à enrichir quelqu'un d'autre plutôt que soi-même. Je regardais mon patron acheter sa 3e maison de vacances, tout en m'accordant une augmentation annuelle de 3%, qui couvrait à peine l'inflation. Je générais des millions de revenus pour l'entreprise, et je voyais peut-être 10% de cette valeur reflétée dans ma rémunération. À long terme, le calcul n'était pas en ma faveur. Alors, à 27 ans, j'ai pris un risque que toute ma famille a jugé insensé. J'ai quitté mon emploi confortable en entreprise, et j'ai fondé mon propre cabinet de conseil en énergie renouvelable. Mon patron a littéralement ri, quand je lui ai remis ma démission. Il m'a dit que je serais de retour d'ici 1 an, à supplier pour récupérer mon ancien poste. Il affirmait que l'industrie était trop compétitive, et que je n'avais pas les relations nécessaires pour réussir. Son attitude condescendante a été presque aussi motivante que ma propre ambition. La première année a été brutale. Je travaillais 80 heures par semaine. J'ai mangé des nouilles instantanées bien plus souvent que je n'aimerais l'admettre. Je perdais le sommeil, en me demandant si j'avais fait une erreur monumentale. J'ai atteint le plafond de 2 cartes de crédit, juste pour maintenir l'entreprise à flot, pendant que je construisais ma base de clients. Il y a eu des nuits où je restais assis devant mon ordinateur, à 2 heures du matin, en me demandant si tous ceux qui doutaient de moi avaient eu raison. Mes parents me soutenaient, mais ils étaient inquiets. Ils me voyaient lors des dîners de famille, l'air épuisé et stressé, et je pouvais voir qu'ils remettaient en question leurs propres encouragements. Mon père faisait des commentaires, disant qu'il n'y avait aucune honte à retourner travailler en entreprise, si les choses ne fonctionnaient pas. Il partait d'un bon sentiment, mais j'avais l'impression qu'il planifiait déjà mon échec. Kelly pensait que j'étais un idiot d'avoir renoncé à un salaire régulier. Elle disait à qui voulait l'entendre que j'allais échouer, et ramper pour retourner à la vie d'entreprise dans les 6 mois. Lors des réunions de famille, elle plaisantait en disant que je postulerais bientôt pour travailler pour elle. Une vraie belle énergie de sœur solidaire. À un moment donné, après environ 8 mois, j'avais exactement 247 € sur mon compte professionnel, et une proposition majeure à rendre dans les 2 jours. Je ne m'étais pas versé de salaire depuis 3 mois. Je vivais sur mes cartes de crédit, et sur ce qu'il restait de mes économies. Ce fut mon point le plus bas, assis dans mon appartement, que je pouvais à peine me permettre, à me demander si je devais simplement admettre ma défaite, et commencer à envoyer des CV. Mais ensuite, cette proposition a été acceptée. Une entreprise de fabrication, de taille moyenne, voulait convertir ses installations à l'énergie solaire. Ce n'était en aucun cas un contrat énorme,
Peut-être 80 000 € au total, mais c'était suffisant pour me permettre de continuer. Plus important encore, ils m'ont recommandé à 3 autres entreprises de leur réseau industriel. Ces recommandations ont conduit à d'autres recommandations. Soudainement, j'avais le vent en poupe. Alerte spoiler, je n'ai pas échoué. Dès la 2e année, j'avais décroché 3 contrats majeurs. À la 3e année, j'embauchais des employés, et je refusais du travail, car nous étions au maximum de nos capacités. À la 5e année, là où nous en sommes aujourd'hui, je dirige un cabinet de 23 employés. Nous générons plus de 8 millions d'euros de revenus annuels, et je dégage personnellement environ 400 000 €, après déduction des frais et des salaires. Je conduis toujours la même Honda Civic d'occasion, que j'ai achetée il y a 5 ans. Je vis dans une maison agréable, mais modeste. Je ne porte pas de vêtements de créateur, et je n'étale pas mon argent. À me regarder, on pourrait croire que je suis juste un type normal avec un travail normal. Et c'est exactement ce qui me plaît. Les personnes qui comptent vraiment savent ce que j'ai construit. Tous les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Kelly, de son côté, a eu 8 emplois au cours des 6 dernières années. Elle est allée à l'université pour étudier la communication, une filière qu'elle a choisie parce que ça avait l'air facile. Elle a obtenu son diplôme avec une moyenne médiocre, et sans véritable plan d'avenir. Depuis lors, elle a travaillé dans la vente au détail, dans des restaurants, dans un cabinet d'assurance, dans une salle de sport, dans une agence de marketing qui l'a licenciée au bout de 4 mois, et dans une poignée d'autres endroits dont je ne me souviens même plus. Elle ne reste jamais nulle part plus d'1 an. Il y a toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi le poste ne lui convient pas, pourquoi son patron est horrible, ou pourquoi elle mérite mieux. Il y a 2 ans, Kelly a débarqué chez moi un mardi soir. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle venait d'être renvoyée de son dernier emploi, pour avoir été en retard trop souvent. Elle avait besoin d'argent pour payer son loyer, sinon elle serait expulsée. Elle m'a promis qu'elle me rembourserait. Elle a juré que c'était l'électrochoc dont elle avait besoin, pour reprendre sa vie en main. Je lui ai donné l'argent. Pas comme un prêt, car je savais que je ne le reverrais jamais. Mais parce qu'elle est ma sœur, et que je ne voulais pas qu'elle se retrouve à la rue. Je lui ai cependant précisé que je ne pourrais pas continuer à la tirer d'affaire indéfiniment. Elle devait trouver une direction à sa vie. Elle a hoché la tête, m'a remercié, et a promis qu'elle le ferait. Puis, elle est allée s'acheter un nouvel iPhone la semaine suivante. Question de priorité. Environ 6 mois plus tard, elle m'a appelé pour me demander si j'avais des postes à pourvoir dans mon entreprise. Elle travaillait dans un magasin de vente au détail, et elle détestait ça. Elle voulait quelque chose avec un meilleur salaire, et de bons avantages sociaux. Elle voulait travailler dans un bureau, où elle pourrait se sentir professionnelle et importante. C'est là que j'aurais probablement dû dire non. Toute la logique en moi me criait que c'était une mauvaise idée. Ne mélange pas la famille et les affaires. N'embauche pas quelqu'un avec un tel passif professionnel. Ne le fais pas. Mais elle est ma sœur, et ma mère avait fait des allusions sur le fait qu'il serait formidable que je puisse aider Kelly. Et Kelly avait vraiment semblé sincère dans son désir de changer. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai créé un poste pour elle. Je ne lui ai rien confié de crucial ni d'important. Je n'étais pas idiot. Je l'ai nommée coordinatrice du service client. C'est fondamentalement un titre pompeux, pour quelqu'un qui répond aux emails, planifie les réunions, gère les tâches administratives de base, et maintient l'organisation de nos communications avec les clients. Un travail de premier échelon, payé 42 000 € par an, plus les avantages. C'était un bon salaire pour ce que le poste exigeait, et honnêtement, c'était plus que ce qu'elle n'avait jamais gagné ailleurs. Je me suis assis avec elle avant son premier jour, et j'ai défini des attentes claires. Arriver à l'heure, répondre aux emails dans les 24 heures, garder la base de données clients à jour, être professionnel dans toutes les communications. Des choses basiques, que n'importe quel employé compétent devrait être capable de gérer. Elle a hoché la tête, a dit qu'elle comprenait, et a promis de ne pas me décevoir. Le premier mois, elle a été super. Elle arrivait tôt, restait tard, et se montrait enthousiaste à l'idée d'apprendre. J'ai même commencé à penser que j'avais eu tort de douter d'elle. Peut-être qu'elle avait vraiment redressé la barre. Peut-être que travailler pour la famille était la motivation dont elle avait besoin. Puis le 2e mois est arrivé, et les premières failles sont apparues. Elle a commencé à arriver en retard. Juste 5 ou 10 minutes au début, ce que j'ai laissé passer,
car je ne suis pas un tyran intransigeant sur ce genre de détails. Mais ensuite, c'est passé à 15 minutes, puis 30, puis 1 heure entière. Quand je lui en parlais, elle avait toujours une excuse. La circulation était mauvaise. Son réveil n'avait pas sonné. Elle ne se sentait pas bien. Ce n'était jamais de sa faute. Toujours une circonstance extérieure, indépendante de sa volonté. La qualité de son travail a également commencé à se dégrader. Des emails restaient sans réponse pendant des jours. Des réunions clients étaient programmées aux mauvaises heures. La base de données est devenue un véritable chaos, rempli d'informations obsolètes et d'entrées manquantes. Ma responsable de bureau, Patricia, est venue me voir 3 fois en un mois, au sujet des performances de Kelly. Patricia travaille avec moi depuis la première année, et elle ne se plaint jamais, à moins qu'il n'y ait un véritable problème. Une fois, Kelly a programmé une présentation cruciale avec un client potentiel, un mardi à 14 heures. Le client avait pris l'avion depuis le Nevada, spécialement pour cette réunion. À 13h45, j'ai reçu un appel de notre réception, m'informant que la salle de conférence n'était pas préparée, et que Kelly n'était pas au bureau. Il s'est avéré qu'elle était partie déjeuner à midi, et qu'elle n'était tout simplement jamais revenue. Aucun appel, aucun SMS. Elle avait juste disparu. J'ai découvert plus tard, qu'elle avait croisé des amis au restaurant, et qu'elle avait décidé de traîner avec eux, plutôt que de retourner au travail. Elle est réapparue à 16 heures, comme si de rien n'était. J'ai dû m'excuser personnellement auprès de ce client, et reprogrammer son vol. Nous avons fini par obtenir le contrat, mais uniquement parce que j'ai offert une partie de nos honoraires, pour compenser ce manque de professionnalisme. Cet incident, à lui seul, m'a coûté environ 15 000 € de manque à gagner, et a failli détruire une relation avec un client qui aurait pu nous apporter des années d'affaires récurrentes. Quand j'ai confronté Kelly à ce sujet, elle a répondu qu'elle avait perdu la notion du temps, et qu'elle pensait que ce n'était pas si grave, puisque j'étais de toute façon sur place pour gérer la réunion. Elle pensait que ce n'était pas grave. Un client avait traversé 3 états pour une réunion qu'elle avait elle-même programmée avant de se défiler, et elle pensait que ce n'était pas grave. Une autre fois, elle a envoyé un email à un client potentiel avec tellement de fautes de frappe et d'erreurs grammaticales, qu'il m'a appelé pour demander si nous étions une entreprise sérieuse. L'email disait texto, nous avons hâte de faire des affaires avec your entreprise, en écrivant le mot your, votre, avec seulement les lettres U et R. J'ai dû expliquer que nous étions en pleine formation d'une nouvelle employée, et que cela ne reflétait pas nos standards habituels. Pendant ce temps, Kelly travaillait là depuis 4 mois déjà. Ce n'était pas l'erreur d'une nouvelle recrue. C'était juste du travail bâclé. J'ai pris Kelly à part pour discuter, non pas en tant que frère, mais en tant que patron. Je lui ai dit que les retards devaient cesser, et que la qualité de son travail devait s'améliorer. Elle s'est mise sur la défensive immédiatement. Elle a dit que j'étais trop dur avec elle. Que je ne comprenais pas à quel point le travail était stressant. Elle a ajouté que Patricia s'acharnait sur elle, parce qu'elle était jalouse du fait que Kelly soit la sœur du patron. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Patricia n'avait absolument aucune raison d'être jalouse de qui que ce soit. Elle était mon bras droit, gagnait 95 000 € par an, plus des bonus, et possédait de vraies parts dans l'entreprise. Mais Kelly avait besoin d'un bouc émissaire, et Patricia était une cible facile. J'ai donné à Kelly un avertissement écrit officiel. J'ai tout documenté, et je lui ai dit que si la situation ne s'améliorait pas dans les 30 jours, nous devrions reconsidérer son poste. Elle a pleuré, a promis de faire mieux, et les choses se sont améliorées pendant environ 2 semaines, avant qu'elle ne retombe exactement dans les mêmes travers. Ce qui m'agaçait le plus, cependant, ce n'était même pas ses mauvaises performances. C'était son attitude au bureau. Elle se plaignait constamment de la dureté de son travail. Pendant ce temps, elle prenait des pauses déjeuner d'1 heure, et passait la moitié de sa journée sur son téléphone. Elle racontait à quel point elle était sous-payée, alors qu'elle gagnait plus que le prix du marché, pour son poste et son niveau d'expérience. Elle faisait des commentaires sur la facilité de mon rôle en tant que propriétaire. Comme si je passais mes journées assis à compter mon argent, au lieu de me tuer à la tâche pour que tout continue de tourner. Mes autres employés ont commencé à le remarquer. Je les entendais grommeler sur le fait que Kelly bénéficiait d'un traitement de faveur, parce qu'elle était de la famille. Et ils avaient raison. N'importe quel autre employé avec un tel bilan aurait été licencié depuis des mois. Mais je continuais à lui donner des chances, à cause de notre lien de parenté.
C'était exactement la situation contre laquelle on m'avait mis en garde, lorsque je l'avais embauché. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tombée il y a environ 3 mois, juste avant Thanksgiving. Un client majeur, une société d'immobilier commercial cherchant à équiper 5 bâtiments de panneaux solaires, ce qui représentait probablement un contrat de 2 millions d'euros sur 2 ans, avait envoyé un email à Kelly, avec quelques questions sur le calendrier de notre proposition. Des choses simples. Il voulait savoir quand nous pourrions commencer, à quoi ressemblerait l'échéancier des paiements, et si nous pouvions intégrer leur fournisseur préféré pour certains composants. Le travail de Kelly consistait à transmettre ces questions aux personnes appropriées de mon équipe, à obtenir les réponses, et à compiler une réponse professionnelle. Un travail de coordination basique. C'était littéralement pour cela que je l'avais embauchée. Elle n'a jamais répondu à l'email. Elle ne l'a tout simplement jamais fait. Le client a relancé une semaine plus tard, légèrement agacé. Toujours aucune réponse de Kelly. Ils ont relancé une nouvelle fois, cette fois directement auprès de moi, et ils étaient désormais sérieusement irrités. Ils étaient prêts à tout annuler, et à confier leur projet de 2 millions d'euros à un concurrent. Je l'ai découvert parce que le client m'a appelé directement, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Quand j'ai interrogé Kelly à ce sujet, elle a répondu qu'elle avait été occupée par d'autres tâches, et qu'elle avait oublié. Oublié un client à 2 millions d'euros. Oublié de faire le travail de base, pour lequel je la payais 42 000 euros par an. J'ai passé 3 heures au téléphone pour arrondir les angles personnellement avec ce client. Je me suis excusé pour notre manque de communication, et je leur ai offert une réduction pour compenser ce désagrément. J'ai réussi à sauver le contrat, de justesse, mais le mal était fait pour notre réputation. Il se souviendrait que mon entreprise avait été incapable de répondre à des emails basiques, dans un délai raisonnable. J'aurais dû la renvoyer sur le champ. Mais Thanksgiving n'était que dans 2 semaines, et ma mère n'arrêtait pas de demander si Kelly et moi serions tous les deux présents au dîner. Elle était tellement heureuse que nous travaillions ensemble. Elle répétait sans cesse à quel point elle était fière que j'aide ma sœur à bâtir sa carrière. Je n'ai pas eu le cœur de licencier Kelly juste avant les fêtes, et de gâcher le Thanksgiving de ma mère. Alors, j'ai décidé d'attendre la fin de Thanksgiving. Je profiterai de la fête, puis j'aurai une conversation professionnelle avec Kelly la semaine suivante, pour lui expliquer que les choses ne fonctionnaient pas. Je lui donnerai une indemnité de départ, 2 mois de salaire pour l'aider dans sa transition, et je lui souhaiterai une bonne continuation. Un départ propre, professionnel, et même généreux. Puis le dîner de Thanksgiving est arrivé. Toute ma famille était présente, mes parents, Kelly et son petit ami Jake, ma tante et mon oncle, ainsi que 2 cousins. Un rassemblement de fête typique. Maman avait mis les petits plats dans les grands. La dinde, la farce, la purée de pommes de terre, 3 sortes de tartes, la totale. Tout le monde était de bonne humeur, parlait et riait. Après le repas, nous étions tous assis autour de la table, dans cette torpeur post-repas, où l'on est trop repu pour bouger, mais trop confortablement installé pour partir. Quelqu'un m'a demandé comment allait le travail, juste pour faire la conversation. J'ai donné ma réponse habituelle. J'ai dit que les affaires marchaient bien, que nous avions eu une année solide, et que j'étais reconnaissant envers nos clients et notre équipe. Rien d'extravagant, juste une conversation polie de fin de repas. C'est alors que Kelly a décidé d'intervenir. Ouais, enfin, il a eu de la chance. C'est tout ce que c'est. Un silence s'est abattu sur la table. Je l'ai regardée, en me disant que j'avais peut-être mal entendu, ou qu'elle plaisantait. Mais elle affichait un petit sourire en coin. Le genre d'expression que l'on prend quand on pense être sur le point de dire quelque chose de très intelligent. Comment ça, a demandé mon père, perplexe. Kelly s'est adossée à sa chaise, s'installant confortablement pour entamer son discours. Je veux dire, il agit comme s'il était un brillant homme d'affaires, mais il a juste eu de la chance avec le timing. Le boom des énergies renouvelables s'est produit exactement au moment où il a créé son entreprise. Il a juste surfé sur la vague. N'importe qui aurait pu faire ce qu'il a fait. S'il s'était trouvé au bon endroit au bon moment. Mon oncle a haussé les sourcils, mais n'a rien dit. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Le petit ami de Kelly, Jake, hochait la tête, comme si elle était en train de délivrer des paroles de grande sagesse. Je suis resté assis là, attendant de voir si elle allait creuser son trou encore plus profondément. Et c'est ce qu'elle a fait. Honnêtement, si on regarde les choses objectivement, il n'est même pas si intelligent que ça en affaires, a continué Kelly.
Elle était lancée maintenant, et profitait de son public. Par exemple, toute sa stratégie consiste simplement à casser les prix face à la concurrence. Ce n'est pas du génie. C'est basique. Un singe bien dressé pourrait faire ce qu'il fait. Kelly a commencé ma mère, mais Kelly l'a fait taire d'un geste de la main. Non, c'est vrai. Tout le monde agit comme s'il était une incroyable success story, mais c'est littéralement juste de la chance. Le bon moment, la bonne industrie, les bonnes circonstances. Il travaille dur, bien sûr, mais c'est aussi le cas de plein de gens qui ne réussissent pas. La différence, c'est qu'il a eu de la chance. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a prononcé cette dernière phrase, comme si elle me mettait au défi d'être en désaccord. Mes cousins fixaient leurs assiettes, visiblement mal à l'aise. Mon père avait l'air de vouloir dire quelque chose, sans trop savoir quoi. Ma tante lançait à Kelly le genre de regard que l'on jette à quelqu'un qui vient tout juste d'insulter son hôte. Mais je ne me suis pas mis en colère. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement souri, et j'ai hoché la tête. Tu as peut-être raison, ai-je répondu calmement. La chance a certainement joué un rôle. Kelly a eu l'air presque déçue que je ne morde pas à l'hameçon. Elle cherchait clairement la bagarre. Elle voulait que je me mette sur la défensive, pour pouvoir prouver que je me prenais trop au sérieux, ou valider n'importe quel autre récit qu'elle s'était construit dans la tête. Exactement, a-t-elle dit, l'air conforté dans son opinion. Les gens doivent arrêter d'agir comme s'il était spécial. Il a juste eu de la chance. C'est la vérité. Eh bien, a dit mon oncle en essayant clairement de changer de sujet. Chanceux ou pas, ça se passe plutôt bien pour lui. Pour le moment, a ajouté Kelly. Mais la chance finit toujours par tourner. Et là, on verra s'il a vraiment tant de succès que ça. Ma mère a suggéré que nous passions au salon, pour manger la tarte. Tout le monde a sauté sur l'occasion, pour échapper à cette conversation gênante. Pendant que les autres se levaient de table, j'ai sorti mon téléphone, comme si je vérifiais simplement mes messages. J'ai ouvert l'application de gestion des ressources humaines de mon entreprise. Nous utilisons un système qui me permet de gérer la paie, les avantages sociaux, les plannings, et tout ce genre de choses, à distance. Très pratique, surtout dans des moments comme celui-ci. J'ai navigué jusqu'au profil d'employé de Kelly. J'ai cliqué sur le menu déroulant du statut d'emploi, et je l'ai fait passer de d'actif à licencié. J'ai entré la date du jour comme date de fin. Puis, j'ai ajouté une note dans le champ du motif de licenciement, problème de performance et violation de la politique de conduite de l'entreprise. L'application m'a demandé de confirmer le licenciement. J'ai cliqué sur oui. Elle m'a demandé si je voulais traiter des paiements finaux ou une indemnité de départ. J'ai cliqué sur non. Elle recevrait son dernier chèque pour les heures travaillées, mais c'était tout. Pas d'indemnité de départ, pas de 2 mois de salaire, rien. Tout le processus m'a pris peut-être 90 secondes. Au moment où j'ai marché vers le salon pour la tarte, Kelly n'était officiellement plus employée par mon entreprise. Ses accès à nos systèmes avaient été automatiquement révoqués. Son prochain virement, prévu pour le vendredi suivant, avait été annulé. Je me suis assis avec ma part de tarte à la citrouille, et j'ai écouté Kelly continuer à raconter à quel point j'étais surestimé. Elle était passée à la critique de ma maison, disant qu'elle était trop petite pour quelqu'un qui gagnait autant d'argent que ce que j'étais censé gagner. Clairement, soit je mentais sur mes revenus, soit j'étais trop stupide pour savoir comment dépenser mon argent correctement. L'un ou l'autre. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai mangé ma tarte. Je n'ai pas dit un mot sur ce que je venais de faire. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle le découvrirait bien assez tôt. Le reste de la soirée de Thanksgiving s'est bien passé. Kelly a fini par passer à d'autres sujets. Nous avons regardé du football américain. Mon père s'est endormi dans son fauteuil inclinable. Des trucs de fête classiques. Quand Kelly est partie ce soir-là, elle a serré maman et papa dans ses bras, et a dit au revoir à tout le monde. Elle ne m'a même pas regardé. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Aucune culpabilité, aucune hésitation. Juste le soulagement d'avoir enfin pris la décision que j'aurais dû prendre des mois plus tôt. Le vendredi matin, je suis arrivé tôt au bureau. Patricia était déjà là. Elle y est toujours. Je l'ai appelée dans mon bureau, et je lui ai annoncé que Kelly ne faisait plus partie de l'entreprise.
Le visage de Patricia a affiché un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu que j'allais bien, que c'était une décision qui avait trop tardé, et que nous allions devoir redistribuer les responsabilités de Kelly, jusqu'à ce que nous embauchions un remplaçant. Patricia a hoché la tête. Je m'en occupe. Et pour ce que ça vaut, tu as pris la bonne décision. Elle n'avait pas sa place ici. Je sais, ai-je répondu. J'aurais dû le faire plus tôt. Nous avons envoyé un bref email à l'équipe ce matin-là. Kelly Turner ne faisait plus partie de l'entreprise, avec effet immédiat. Ses responsabilités avaient été redistribuées. Tous les clients devaient être redirigés vers Patricia pour tout besoin de coordination, jusqu'à nouvel ordre. Professionnel et direct. Quelques employés sont passés à mon bureau tout au long de la journée. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Ils savaient tous. Ils avaient regardé Kelly se la couler douce pendant des mois, pendant qu'il faisait le vrai travail. Quelques personnes m'ont même remercié d'avoir enfin réglé le problème. Ça a un peu piqué, de savoir que mon équipe avait été frustrée pendant si longtemps, pendant que je laissais la loyauté familiale brouiller mon jugement. Le jour où le virement de Kelly aurait dû tomber, était le vendredi suivant. Vers 14 heures, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Premier SMS de Kelly, et « Mon salaire n'a pas été versé. Tu peux vérifier avec la comptabilité ?» Je n'ai pas répondu. J'étais en réunion avec un client. Deuxième SMS, 10 minutes plus tard, « Sérieusement, il est où mon salaire ? C'est ridicule. » Troisième SMS, 5 minutes après ça, « J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. J'ai des factures à payer. Règle ça tout de suite. » Ensuite, elle a appelé. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé. Rejeté à nouveau. Puis le téléphone de mon bureau a sonné. Patricia a décroché, a écouté pendant 1 minute, puis est entrée dans mon bureau. Kelly est sur la ligne 2, a dit Patricia, essayant clairement de ne pas sourire. Elle est très contrariée à propos de son salaire. Dis-lui de vérifier ses emails, ai-je répondu. Elle aurait dû recevoir une notification de licenciement la semaine dernière. Patricia est retournée à son bureau. Je l'ai entendu transmettre le message. Ensuite, j'ai entendu la voix de Kelly devenir si forte, que je pouvais distinguer ses mots à travers le combiné de Patricia. Patricia a ajouté quelque chose, puis a raccroché. Elle dit qu'elle n'a jamais reçu de mail, a rapporté Patricia, et elle exige de te parler. As-tu vérifié que l'email de licenciement a bien été envoyé, ai-je demandé. Patricia a vérifié sur son ordinateur. Envoyé vendredi à 8 heures, sur son adresse email professionnelle. Elle ne l'avait probablement pas consulté depuis Thanksgiving. Bien sûr que non. Kelly traitait la consultation de ses emails professionnels comme si c'était une option. Encore une raison pour laquelle elle était si mauvaise dans son travail. Si elle rappelle, dis-lui de consulter sa messagerie d'entreprise, pour y trouver toutes les informations pertinentes concernant son licenciement, ai-je indiqué. Et si elle continue de harceler notre ligne téléphonique, nous devrons bloquer son numéro. Kelly a effectivement rappelé 3 fois. Patricia lui a donné le même message à chaque fois, et a fini par bloquer son numéro. Ensuite, Kelly a commencé à m'envoyer des SMS sur mon numéro personnel. Les messages étaient de plus en plus remplis de colère. Tu m'as viré. Tu te moques de moi là ? Tu ne peux pas me virer comme ça sans préavis. C'est illégal. Maman va en entendre parler. Papa aussi. Tu vas le regretter. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre sœur. Tu es une personne horrible. C'est parce que j'ai dit la vérité sur toi à Thanksgiving. N'est-ce pas? Tu es mesquin à ce point. Tu me dois ce salaire. J'ai travaillé pour cet argent. J'ai répondu à très exactement un seul SMS. Tu as reçu ton dernier salaire pour toutes les heures travaillées, jusqu'à ta date de licenciement le 25 novembre. Toute question concernant ton licenciement doit être adressée aux ressources humaines. Ensuite, j'ai mis la conversation en sourdine. Elle a essayé d'appeler sur mon téléphone personnel. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé mon bureau directement. Patricia l'a bloqué. Elle a même débarqué à mon bureau le lundi matin, mais notre immeuble est surveillé par la sécurité, et il faut un badge pour dépasser le hall d'entrée. La sécurité m'a appelé pour demander si j'attendais Kelly Turner. J'ai dit non. Qu'elle n'était plus employée ici,
et qu'ils devaient lui demander de partir. Ce qu'ils ont fait. Le véritable feu d'artifice a commencé lorsqu'elle a appelé mes parents. Ma mère m'a appelé ce lundi soir-là, juste au moment où je quittais le bureau. Elle avait l'air bouleversée. « C'est quoi cette histoire comme quoi tu aurais viré Kelly ?» a-t-elle demandé, passant directement aux accusations. « C'est vrai, ai-je dit. J'ai mis fin à son contrat vendredi dernier. » Sans même lui en parler d'abord? Sans aucun avertissement? Elle a eu de multiples avertissements, maman. Des documents écrits, des évaluations de performance, des plans d'amélioration. J'ai essayé de l'accompagner pendant des mois. Elle a choisi de ne pas s'améliorer. Mais c'est ta sœur. Et c'était mon employée. Une mauvaise employée. Je lui ai donné plus de chance que je n'en aurais donné à n'importe qui d'autre, précisément parce que c'est ma sœur. Mais je ne peux pas diriger une entreprise sur la base de sentiments familiaux. Ma mère est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, Kelly affirme que tu l'as virée parce qu'elle a dit que tu avais eu de la chance à Thanksgiving. Elle pense que tu te montres juste mesquin et vindicatif. Cela m'a vraiment fait rire. Maman, je l'ai renvoyée parce qu'elle était mauvaise dans son travail. Elle arrivait systématiquement en retard, ignorait les emails des clients, créait des problèmes pour mon équipe. Et m'a presque coûté un contrat majeur parce qu'elle ne prenait pas la peine d'accomplir ses tâches de base. Son commentaire de Thanksgiving n'avait rien à voir là-dedans. Elle dit que tu l'as fait sur ton téléphone, juste là, pendant le dîner. J'ai acté son licenciement le jour de Thanksgiving, oui. Mais la décision était prise depuis des semaines. Je prévoyais de toute façon de la licencier le lundi suivant. Son petit discours a simplement accéléré le calendrier. Tu aurais dû lui parler d'abord. Lui donner une autre chance. Je lui ai donné 6 mois de chance, maman. Combien en voulais-tu de plus? Ma mère a soupiré. Elle a vraiment des difficultés maintenant. Elle n'a plus de travail. Elle est en retard sur son loyer. Elle a besoin d'aide. Alors, elle aurait dû y penser, avant de décider de se la couler douce dans le seul emploi où quelqu'un lui avait offert une véritable opportunité. C'est la famille. Et je ne suis pas son distributeur automatique personnel, ai-je répondu avec plus de fermeté que je ne le fais d'habitude avec ma mère. Je l'ai aidée en lui donnant un bon emploi, avec un bon salaire. Elle a tout gâché. Ce sont les conséquences de ses propres choix. Ma mère n'a pas aimé cette réponse. Elle a essayé l'approche de la culpabilisation, en parlant du fait que Kelly était ma petite sœur, et que je devrais avoir envie de l'aider. Je l'ai écoutée poliment, puis je lui ai dit que je devais y aller. Elle n'était pas contente, mais elle m'a laissé raccrocher. Mon père a appelé le lendemain. Il a été beaucoup plus direct à ce sujet. Tu dois rendre son travail à Kelly, a-t-il lancé, sans préambule. Non, je ne le ferai pas, ai-je répondu. C'est ta sœur. Tu ne peux pas simplement l'abandonner comme ça. Je ne l'abandonne pas. Je la tiens pour responsable de ses performances au travail. Il y a une différence. Elle a fait un commentaire à Thanksgiving, et tu as ruiné sa vie pour ça. Papa, j'ai conservé des dossiers détaillés de chaque problème de performance, de chaque retard, de chaque délai non respecté, et de chaque plainte de client. Cela n'a rien à voir avec Thanksgiving. Et tout à voir avec 6 mois de mauvaise performance dûment documentée. Demande-lui des nouvelles du client à 2 millions d'euros, qu'elle a failli nous faire perdre parce qu'elle n'avait pas daigné répondre à un email. Mon père est devenu silencieux. Quel client? Je lui ai expliqué la situation. Comment Kelly avait ignoré plusieurs emails d'un client majeur. Comment j'avais dû intervenir personnellement pour sauver le contrat. Et comment cela n'était qu'un exemple parmi de nombreux autres problèmes. Elle n'a jamais mentionné cela, a dit mon père lentement. Bien sûr que non. Car cela l'obligerait à assumer la responsabilité de ses actes, au lieu de rejeter la faute sur les autres. Mon père est resté silencieux un long moment. Puis, il a dit, ta mère est très contrariée par cette histoire. Je suis désolé qu'elle soit contrariée, mais j'ai pris la bonne décision pour mon entreprise. Kelly était un boulet pour ma société. Je ne pouvais pas la garder dans mon équipe, simplement parce que nous partageons le même ADN. La famille est censée se soutenir mutuellement. Je l'ai soutenue, papa. Je lui ai donné un poste pour lequel elle n'était pas qualifiée. Je l'ai payé au-dessus du prix du marché. Je lui ai donné chance sur chance de s'améliorer. À un certain point.
Le soutien se transforme en complaisance. Je ne vais pas l'encourager à se laisser porter par la vie, en s'attendant à ce que les autres la prennent en charge. Mon père n'a pas eu grand-chose à répondre à cela. Il m'a dit de réfléchir à ce que je faisais, et il a raccroché. Kelly a essayé quelques fois de plus de me convaincre de la réembaucher, ou au moins de lui donner une indemnité de départ. Elle a envoyé de longs SMS, sur la façon dont j'étais injuste. Sur le fait que je ne l'avais jamais comprise. Sur la façon dont tout le monde s'attendait toujours à ce qu'elle soit comme moi, et qu'elle ne pouvait pas être à la hauteur. Et sur le fait que j'avais réussi, parce que j'avais eu des avantages qu'elle n'avait pas eus. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Il n'y avait rien à dire. Elle s'était construit ce récit où elle était la victime, et où j'étais le méchant. Et rien de ce que je pourrais dire ne changerait cela. Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Environ 2 semaines après que je l'ai renvoyée, ma mère a rappelé. Elle avait l'air fatiguée. Je veux juste que tu saches que ton père et moi avons prêté de l'argent à Kelly pour son loyer. Elle dit qu'elle cherche un nouveau travail, mais que ça prend du temps. D'accord, ai-je répondu. Nous sommes déçus de la façon dont tu as géré la situation. C'est ton droit de le penser, maman. Mais je maintiens ma décision. C'est ta sœur. Tu aurais dû l'aider. Je l'ai aidée. Pendant 6 mois, je l'ai aidée. C'est elle qui a choisi de ne pas s'aider elle-même. Ma mère a soupiré. Je ne crois pas que tu comprennes à quel point les choses sont difficiles pour elle en ce moment. Je comprends parfaitement bien. Mais je comprends aussi qu'elle a créé cette situation toute seule. Je suis désolé qu'elle soit en difficulté, mais ce sont les conséquences naturelles de ses choix. Tu es devenu très dur, a murmuré ma mère. Non, maman. J'ai simplement appris qu'aider des personnes qui ne veulent pas s'aider elles-mêmes, ne les aide pas réellement. Cela les encourage juste à continuer de faire de mauvais choix. Nous ne nous sommes plus parlé pendant un certain temps après cet appel. Mes parents étaient contrariés contre moi. Kelly racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre que je l'avais trahi. Apparemment, ma tante trouvait que j'étais trop sévère. Mon oncle pensait que j'avais pris la bonne décision, mais il n'allait pas le dire publiquement, car il ne voulait pas subir la réaction de ma mère. Mais vous savez quoi? Mon entreprise tournait beaucoup mieux sans Kelly. Patricia a embauché une remplaçante en moins de 3 semaines. Une jeune diplômée nommée Rachel, qui, elle, arrivait à l'heure, répondait aux emails, et traitait son travail avec respect. Les communications avec les clients se sont améliorées. Le moral de mon équipe est remonté. Tout fonctionnait tout simplement mieux. Environ 1 mois après tout cela, j'ai reçu un SMS de Kelly. Il était différent de ses précédents messages pleins de colère. J'ai un nouveau travail. Je commence lundi. Je voulais juste que tu saches que je vais bien. J'ai répondu, content de l'entendre. Bonne chance pour ce nouveau poste. Elle n'a pas répondu. Et je ne m'y attendais pas. Ce serait probablement notre dernière communication directe pendant un bon moment, peut-être même pour toujours. Certains ponts, une fois brûlés, le restent à jamais. Mes parents ont recommencé à me parler lentement, même si les choses étaient indéniablement tendues. Maman m'appelait de temps en temps, et nous avions des conversations superficielles sur des sujets neutres. Papa m'a envoyé un article sur un projet solaire, qu'il avait lu. De petits gestes vers un retour à la normale, mais la tension sous-jacente était toujours présente. Il m'avait fait comprendre qu'il pensait que j'avais tort. Et je leur avais fait comprendre que je m'en fichais. Noël a été d'une gêne absolue. Nous sommes tous allés chez mes parents, parce que c'est ce qu'il faut faire. Kelly était là avec Jake. Nous ne nous sommes pas adressé la parole directement. Elle a passé tout son temps sur son téléphone, ou a parlé à Jake à voix basse. J'ai traîné avec mes cousins, et j'ai évité le salon, où Kelly avait pris ses quartiers. À un moment donné, mon père a essayé de forcer une conversation entre nous. Il a littéralement dit, pourquoi ne pas discuter tous les deux et régler ça, comme si nous étions des tout petits qui se battaient pour un jouet. Kelly m'a regardé avec des yeux de glace. Je lui ai rendu son regard, avec la même indifférence. Aucun de nous deux n'a dit un mot. Mon père a abandonné, et est retourné regarder le foot. Juste après le Nouvel An, les choses sont devenues intéressantes. Kelly avait apparemment raconté à Jake sa propre version de l'histoire. Sur la façon dont je l'avais viré, par pure jalousie et par méchanceté. Sur le fait que je n'avais pas supporté qu'elle dise la vérité sur ma réussite.
sur le fait que j'étais une personne horrible, qui abandonnait sa famille. Jake, doté de l'esprit brillant qu'on lui connaît, a décidé de l'aider à se venger. Il a publié un faux avis Google sur mon entreprise. 1 étoile. Il affirmait que nous avions arnaqué sa société de 50 000 € et que nous n'avions jamais tenu nos promesses. Il disait que nous étions des escrocs, dirigeant une opération frauduleuse. Il avait même inventé un faux nom d'entreprise, pour que ça paraisse légitime. Le problème avec le plan de Jake, c'est que j'ai configuré des alertes Google pour le nom de mon entreprise. J'ai vu l'avis moins d'1 heure après sa publication. J'ai également remarqué que le compte qu'il avait posté avait été créé le jour même, et n'avait publié que ce seul avis. Pas vraiment une opération sophistiquée. J'ai fait des captures d'écran, j'ai tout documenté, et je l'ai signalé à Google comme un avis frauduleux. Il a été retiré dans les 48 heures. Ensuite, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer à Jake une lettre de mise en demeure, pour diffamation et tentative d'atteinte à la réputation de mon entreprise. La lettre mentionnait d'éventuelles poursuites judiciaires s'il continuait. Kelly m'a appelé 2 jours plus tard, hurlant que je menaçais de poursuivre son petit ami en justice. Je lui ai répondu calmement, que si son petit ami voulait commettre des actes de diffamation punissables par la loi, il devait être prêt à en assumer les conséquences. Puis j'ai raccroché. Jake a apparemment fait marche arrière après ça. Plus de faux avis, plus de tentatives de vengeance. Il s'avère que, lorsque vous menacez les gens de véritables conséquences judiciaires, ils ont tendance à reconsidérer leurs actions. En février, ma mère m'a appelé avec des nouvelles. Kelly avait été expulsée de son appartement. Elle s'était installée chez Jake, mais leur relation avait implosé après la menace de poursuites judiciaires. Maintenant, elle demandait si elle pouvait retourner vivre chez nos parents. Ma mère m'a demandé si j'accepterais de reconsidérer la candidature de Kelly. J'ai dit non. Elle a demandé si je voudrais au moins prêter de l'argent à Kelly pour payer une caution. J'ai de nouveau répondu par la négative. Elle m'a dit que j'étais cruel. Je lui ai rappelé que Kelly avait gâché chaque opportunité, m'avait insulté publiquement, et avait poussé son petit ami à tenter de saboter mon entreprise. À quel moment Kelly devenait-elle responsable de sa propre situation? Ma mère n'a pas su quoi répondre. Kelly est retournée vivre chez nos parents, à l'âge de 28 ans. Mais le mois de mars a apporté la véritable satisfaction. Vous vous souvenez de ce client majeur, que Kelly nous a presque fait perdre en ignorant ses emails? Ce contrat de 2 millions €, que j'avais sauvé de justesse. Ils sont revenus avec une proposition d'expansion. Ils étaient si satisfaits de notre travail sur leurs 5 premiers bâtiments, qu'ils voulaient que nous prenions en charge 12 propriétés supplémentaires. Ce contrat allait valoir environ 5 millions €, étalé sur 3 ans. Lors de la réunion de signature du contrat, le vice-président du client a d'ailleurs mentionné, à quel point il avait été impressionné par nos améliorations en matière de communication au cours des derniers mois. Il a spécifiquement félicité notre nouvelle coordinatrice du service client, pour sa réactivité et son professionnalisme. Il a dit que c'était le jour et la nuit, comparé à leur expérience initiale avec nous. Je l'ai remercié, et je lui ai expliqué que nous avions effectué quelques changements de personnel, pour mieux servir nos clients. Il a hoché la tête avec approbation, et a dit que ça se voyait. Ce contrat nous a mis sur la bonne voie, pour dépasser les 12 millions € de revenus sur l'année. Nous grandissions plus vite que ce que j'avais prévu. J'ai embauché 3 employés supplémentaires, dont un deuxième chef de projet, pour gérer la charge de travail grandissante. Les affaires étaient florissantes. J'ai appris par ma mère que Kelly travaillait à nouveau dans un grand magasin, gagnant le salaire minimum plus des commissions. Elle vivait toujours chez nos parents. Elle se plaignait toujours de l'injustice de la vie, et continuait à blâmer tout le monde, sauf elle-même. Mes parents ont cessé de me demander de l'aider. Je crois qu'ils ont enfin réalisé qu'aucune somme d'argent, ni aucune opportunité, ne résoudrait le problème fondamental de Kelly. Elle ne voulait pas faire le travail. En avril, j'ai reçu un message sur LinkedIn, de la part de quelqu'un qui avait travaillé avec Kelly auparavant. Il m'a dit que Kelly racontait aux gens, qu'elle avait quitté mon entreprise parce que je la gérais de manière contraire à l'éthique. Elle prétendait avoir démissionné par principe, et non qu'elle avait été renvoyée. J'ai posté une mise à jour professionnelle sur LinkedIn, concernant l'expansion de notre entreprise, et l'importance de maintenir des standards élevés. Je n'ai pas nommé Kelly, mais tous ceux qui connaissaient la situation ont très bien compris. 2 anciens collègues m'ont contacté après cette publication.
Tous deux m'ont dit qu'ils avaient entendu les rumeurs lancées par Kelly, et qu'ils étaient heureux de voir que nous prospérions réellement. Ces tentatives de nuire à ma réputation s'étaient complètement retournées contre elle. Les gens de l'industrie se parlent, et lorsqu'ils ont vu le succès réel de mon entreprise, cela l'a juste fait passer pour une personne aigrie et peu fiable. À l'arrivée de l'été, les choses s'étaient installées dans une nouvelle normalité. Mon entreprise a atteint les 30 employés, et plus de 15 millions d'euros de revenus annuels projetés. Nous avons déménagé dans des bureaux plus spacieux. Je me suis enfin accordé une augmentation de salaire, et j'ai acheté une voiture plus récente. Toujours une Honda, juste une moins cabossée. Mes parents et moi avions atteint une forme de détente pacifique. Nous parlions occasionnellement de sujets neutres. Ils avaient cessé de défendre le comportement de Kelly. Principalement parce que, même eux, ne pouvaient plus ignorer la récurrence de ses actes. Mon père m'a même présenté ses excuses en juin. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais pris cette décision. Cela signifiait pour moi beaucoup plus qu'il ne le réalisait probablement. Kelly vivait toujours chez nos parents, et sautait toujours d'un emploi à l'autre. Aux dernières nouvelles, elle avait été virée du grand magasin pour avoir été en retard trop souvent. Elle était passée à un poste dans un centre d'appel. Ma mère a arrêté de me donner de ses nouvelles, à moins que je ne le demande spécifiquement. En août, j'ai croisé Jake dans une station-service. Nous avons échangé un regard. Il a immédiatement détourné les yeux, et s'est dépêché de retourner à sa voiture. J'ai simplement souri, et j'ai continué ma journée. Certaines batailles se gagnent d'elles-mêmes. Le meilleur est arrivé en septembre. Nous avons remporté un prix majeur de l'industrie, pour notre conseil innovant en énergie renouvelable. Il y a eu une cérémonie, un trophée, et des articles dans plusieurs publications spécialisées. Mon équipe était ravie. Patricia a pleuré de joie. C'était une immense validation de tout ce que nous avions construit. La cérémonie de remise des prix a eu lieu un jeudi soir. L'article a été publié le vendredi matin. Dès le vendredi après-midi, mon téléphone explosait de messages de félicitations, de collègues, d'anciens collaborateurs, et même de certains membres de la famille. Ma mère a appelé ce soir-là. Elle avait vu l'article. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. Kelly a vu l'article, elle aussi. Elle n'a rien dit, mais je pouvais le lire sur son visage. Je crois qu'elle comprend enfin ce qu'elle a laissé échapper. Je n'ai pas répondu à cela. Il n'y avait rien à ajouter. Kelly avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Les résultats parlaient d'eux-mêmes.